Je mesure ce qu'il a fallu d'engagement et de renoncement pour effectuer ce séjour en terre sénégalaise. J'espère juste que vous n'êtes pas déçus de l'accueil en terre de la teranga, de l'hospitalité. En tout état de cause, cette générosité et ce don de soi que vous porte et explique votre présence ici nous font espérer de votre part beaucoup d'indulgence et de sollicitude. Merci d'être ici pour cette 4e édition du dialogue des experts de haut niveau sur la science, la technologie et l'innovation, organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, que le Sénégal se sent honoré d'accueillir après le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Mesdames, Messieurs, le dialogue des experts de haut niveau sur la SDI traduit la volonté de la Commission économique pour l'Afrique d'aider les États membres à mettre les sciences, la technologie et l'innovation au service de la transformation structurelle de leurs économies. Il s'agit d'un changement d'orientation sur lequel il faut insister. Au lendemain des indépendances, les processus d'intégration économique dans lesquels se sont engagés les États africains ont abouti à une prolifération d'organisations continentales et régionales dont on peine à percevoir l'efficacité dans la réalisation des objectifs de développement. Il semble même qu'elles soient source de dispersion des ressources dont la mobilisation aurait permis de mieux prendre en charge les défis auxquels les dirigeants politiques africains doivent faire face. Il est heureux que l'axe des débats tourne à présent autour des politiques de mise en œuvre et non pas des politiques d'organisation. En réalité, le développement durable, le développement intégral autocentré est tourné vers la satisfaction des besoins économiques de nos pays passe nécessairement par le développement massif d'un personnel qualifié dans les sciences et techniques apte à faire face aux besoins de construction de l'Afrique. L'absence de maîtrise des technologies de base et des technologies avancées, l'absence d'innovation, un insuffisant infléchissement des politiques de formation vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques nous enlève toute possibilité de participer avec des chances de succès à la compétition internationale autour de l'économie du savoir. Les marchés mondiaux, l'avenir de l'humanité et les savoirs à maîtriser gravitent aujourd'hui autour de l'immatériel. Base de données, big data, intelligence artificielle. Nous voyons basculer des logiques économiques sidérantes et qui nous interpellent. L'économie du savoir, notamment autour des technologies et sciences avancées, crée infiniment plus de valeur que les entreprises du primaire et du secondaire. Celles-ci l'ont bien compris en intégrant ces technologies dans leur processus de production. Les sociétés qui ne maîtriseront pas ces savoirs seront à l'humanité ce que les sociétés de pêche et de cueillette ont été aux sociétés industrielles. Pour survivre, faire face et nous éviter encore les déconvenues économiques de l'État africain post-colonial, nous devons engager nos établissements d'enseignement et de formation dans la mise en œuvre de programmes de qualité pour le développement du capital humain capable de porter et de mettre en œuvre les objectifs de développement. Le développement économique et social de toute nation requiert la mise en place d'un système d'enseignement supérieur, de recherche scientifique, technologique et d'innovation performante. Nous avons donc l'obligation
d'entrer et de rester dans la société de l'intelligence, de l'information, de la connaissance et de la maîtrise des technologies. Pour cela, il me paraît indispensable de développer la science, la technologie et l'innovation par tous les moyens dont nous disposons. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en Afrique, plusieurs pays ont accompli depuis leur accession à l'indépendance des efforts dans le développement d'une base scientifique pour amorcer un développement durable. Le Sénégal a l'ambition de devenir un pays émergent en utilisant comme levier la science, la technologie et l'innovation. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que depuis le 7 septembre dernier, le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge passe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, m'a instruit d'organiser une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, inclusive et générale. Celle-ci a été suivie pour la première fois de notre histoire d'un conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche tenu le 14 août 2013. Je rappelle que les concertations ont eu lieu les 6 et 9 avril 2013. Et lors de ce conseil présidentiel, le président de la République a pris 11 décisions, composées de 69 directives. La première décision de ce conseil présidentiel est, je cite, « réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. » Les décisions portent également sur l'élargissement de la carte universitaire, le développement des technologies de l'information et de la communication, des sciences de la technologie et de l'innovation, ainsi que de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. La mise en œuvre de cette option politique a commencé par la mise en place de nouveaux organes de gouvernance dans les universités. Ainsi, aujourd'hui, toutes nos universités ont comme organe un conseil d'administration dont le président et le vice-président proviennent du monde socio-économique, un recteur et un conseil académique, pour que les universités soient les universités de la société et puissent répondre aux besoins du monde socio-économique. Et d'autres initiatives que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est en train de mettre en œuvre. L'université de Bambey, Thiès et Ziguinchor, chacune à 10 000 étudiants. Nous avons un programme de construction de 2 centres universitaires, un dans le nord du pays qui est rattaché à Saint-Louis, pour ceux qui connaissent le Sénégal, c'est à Géoul, c'est en cours de construction. Un autre au sud du Sénégal, rattaché à Ziguinchor, à Kolda, pour ceux qui connaissent le sud du Sénégal. Ensuite, nous avons lancé l'université virtuelle du Sénégal. Monsieur le représentant de la présidente l'a souligné, la place et le rôle du numérique dans le développement de l'accès et de manière générale de l'enseignement supérieur. Les pays comme les nôtres doivent saisir l'opportunité qu'offre le numérique. Parce qu'il est difficile de suivre le rythme de construction. Or, le numérique nous offre une opportunité. Et le Sénégal a fait le choix, en 2013, de créer l'université virtuelle du Sénégal. Elle est aujourd'hui la 2e université publique du Sénégal après l'université de Dakar. Elle compte 20 000 apprenants. Mais nous n'avons pas fait ce que les autres ont fait. Nous avons dit que l'université virtuelle doit avoir au moins 3 qualités. L'étudiant de l'université virtuelle doit avoir l'esprit d'appartenance,
comme l'étudiant de l'université physique. L'étudiant de l'université virtuelle doit être capable de travailler en équipe, en groupe, parce que nous ne devons pas former des gens solitaires. Nos sociétés sont des sociétés communautaires, où les gens vivent en groupe, en communauté. Et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Les diplômes de l'université virtuelle doivent être crédibles. Donc on doit être en mesure d'identifier l'étudiant qui passe les examens. Et le quatrième aspect, l'université virtuelle doit être ancrée dans les communautés, d'où les services à la communauté. Et ceci nous a amené à créer un concept nouveau, qui est l'espace numérique ouvert, qui est un espace physique, ENO en français, et composé. C'est un bâtiment qui est un modèle que nous construisons partout. Rez-de-chaussée, un amphithéâtre de 200 places avec tout le dispositif multimédia et visioconférence, un open space de 100 ordinateurs connectés à Internet, une salle de télémédecine pour servir la communauté. À l'étage, un autre open space de 100 places, une salle pour petits groupes, un espace administratif et un restaurant. Comme cela, les étudiants ont un lieu d'ancrage physique et un lieu d'accompagnement. Aujourd'hui, au Sénégal, on est en train d'en construire 16. Et nous avons lancé l'appel d'offres pour 4 autres. À la fin du mois de septembre, nous réceptionnerons 16 espaces numériques ouverts. À l'heure où je vous parle, le premier est complètement équipé, testé au sud du Sénégal à Kolda. Et d'ici le mois de décembre, on en réceptionnera autour de 6. C'est un choix stratégique pour le Sénégal. À la fin, en 2022, nous en aurons construit 50. Que vont apporter ces 50? Chaque ENO a 420 places simultanées de visioconférence. Ça veut dire qu'à l'horizon 2022, nous disposerons d'un potentiel de 21 000 places simultanées en visioconférence sur l'ensemble du territoire national. C'est un potentiel extraordinaire de développement de l'éducation et de la formation. C'est à côté de cela le développement de l'enseignement professionnel. Nous avons fait le choix de construire dans chaque région du Sénégal, nous en avons 14, un institut supérieur d'enseignement professionnel. C'est ce que vous pouvez appeler chez les anglophones le High Tibet. Et actuellement, 5 sont déjà financés. Nous avons terminé un de 5 000 apprenants à Thiès. Nous avons démarré la construction d'un à côté de Dakar à 30 km d'ici. Nous avons démarré au nord du Sénégal un autre, et il y a 2 autres à Bignona et Château en cours. Ça fait 5 ISEP actuellement. Ensuite, nous avons lancé la construction de 2 grandes universités de 30 000 étudiants. Ici, à 30 km d'ici, dans la nouvelle ville de Diamniadio, c'est l'université Amadou Mahtar Mbowe. 30 000 étudiants avec 3 pôles, sciences, gestion, sciences économiques, un pôle sciences, technologie, engineering, mathématiques et métiers, et un pôle santé. Et ça, c'est à 30 km d'ici. Dans le centre du pays, nous avons lancé la construction d'une grande université de 30 000 étudiants dédiés à l'agriculture, qui aura 5 sites. À côté de cela, pour développer la recherche, développer l'innovation, nous avons lancé à 30 km d'ici la construction de la Cité du Savoir, Knowledge City. Cette cité avec 5 parties, une partie administration, une partie plateforme mutualisée de recherche, innovation, incubateur, start-up, une partie formation, une partie importante promotion de la culture scientifique et une partie service. Pour la plateforme de recherche, d'innovation, nous avons déjà acheté les équipements pour le centre de microscopie électronique. Nous avons acheté les équipements pour la biotechnologie végétale. En 2018, on achètera des équipements pour la biotechnologie animale.
nous avons déjà acheté et fait le travail pour la mise en place d'une plateforme de génétique moléculaire avec l'Université d'Evry. Et nous avons acheté, parce que nous avons eu un financement de la Banque publique d'investissement de France, un supercalculateur. C'est le plus gros calculateur en Afrique, au sud du Sahara. Il sera livré au mois de mars prochain. Mais autour du supercalculateur, nous allons développer un certain nombre de formations pour avoir le potentiel, la masse critique de chercheurs dans les disciplines du futur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, où nous voulons rester à l'âge de la cueillette, où nous voulons marcher avec les gens. Si nous voulons marcher avec les gens, il faut qu'on existe dans les disciplines du futur. Donc, autour de ce supercalculateur, en 2018, nous allons lancer 3 bachelors, 6 masters et 6 doctorats. Ces disciplines, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est le big data, c'est la robotique, c'est la cybersécurité, c'est la génétique moléculaire et l'analyse numérique, simulation et modélisation et calcul scientifique. Donc ceci va être autour de cela. Nous avons eu l'accord de l'Agence internationale de l'énergie atomique et nous l'avons orienté vers, dans une première phase, la production de radioisotopes pour le traitement du cancer. Et donc nous allons travailler autour de cela. Déjà cette année, nous soutenons le diplôme spécialisé de médecine nucléaire et l'année prochaine, on va soutenir celui de radiothérapie. Donc là aussi, nous travaillons autour de cela. Nous avons lancé, et les travaux sont presque terminés, la construction de 100 laboratoires au niveau des universités sénégalaises. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar bénéficie de 31 laboratoires, Saint-Louis au nord du Sénégal de 18, Thiès au centre de 26, l'école polytechnique de 8, ensuite il y a Bambey et aussi Ziguinchor. Et au niveau toujours de cette cité du savoir, parce que vous le savez, un problème majeur qu'a l'enseignement supérieur, c'est que du secondaire, de l'éducation nationale, ne nous viennent pas assez de scientifiques. Donc il faut créer la culture de promotion de la science au sein de la société, pour que nos enfants, les tout petits, jusqu'aux collégiens, aux lycéens, puissent aimer la science et vouloir embrasser une vocation scientifique. C'est dans ce sens-là qu'on a lancé les travaux à Diamniadio, à la Cité du Savoir de la médiathèque. C'est pratiquement terminé. On est maintenant dans les finitions. Et la maison de la science, c'est une maison de la science, il va y avoir un aquarium géant, plusieurs plateformes de démonstration, une plateforme d'astronomie, un observatoire astronomique et un planétarium. Les constructions sont assez avancées pour intéresser les enfants et les jeunes. Et l'autre aspect, c'est l'édition scientifique. La production d'ouvrages. Nous avons lancé l'année dernière l'appel d'offres pour l'écriture de manuels. Nous avons commencé par les mathématiques, la physique et la chimie. Au mois de décembre, nous allons sortir les premiers ouvrages entièrement rédigés par nos enseignants au niveau de nos universités. Et nous allons ensuite poursuivre ceci évidemment. De même, j'ai parlé donc de la Cité du Savoir. Nombre de ces projets connaissent déjà une mise en œuvre avancée, avec un impact certain sur l'accès et la qualité. Et la place des femmes est importante. Je voudrais le souligner, parce qu'en Afrique, les femmes sont majoritaires. Et malheureusement, elles ne sont pas toujours présentes dans le système. Nous avons mis un système de bourse avec 2 discriminations. Une discrimination positive pour les sciences et les technologies, mais une discrimination positive aussi pour les femmes. Mais cela ne suffit pas. Nous avons mis en place une politique de discrimination. Je ne dis même pas de discrimination positive, c'est une politique de fait.
pour le top management du ministère. Aujourd'hui, notre ministère, j'ai 4 conseillers. 4 conseillers. Les 2 premières sont des femmes. Elles sont ici. Ma directrice des affaires administratives générales et de l'équipement, c'est aussi une femme. À la direction générale de la recherche, il y a 4 directeurs, les 2 sont des femmes. Je crois qu'elles sont là. À la direction générale de l'enseignement supérieur, eux c'est l'accueil parce qu'ils sont anciens. Mais on a commencé à les mettre dedans. Ils ont une directrice, elle est là. Et elle occupe une position importante parce que c'est la directrice des affaires académiques et juridiques. Au niveau de... Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, 5 dont je vous ai parlé. Les 3 sont dirigés par des femmes. Ensuite, last but not the least, les universités. Depuis le Sénégal, depuis les indépendances, on n'a jamais eu de femmes à une position de recteur. C'est fait. Le 1er décembre prochain, professeur Ramatoulaye Mbeng va être la première femme recteur de l'université du Sénégal. Elle est philosophe, elle a dirigé l'école doctorale de philo, sciences sociales et humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle remplace un collègue éminent qui va à la retraite. Alors, tout ceci, évidemment, mobilise des investissements importants. Pour vous en donner la mesure, au niveau du Sénégal, entre 2013 et aujourd'hui, en investissement et infrastructure, nous avons mobilisé 434 milliards, ce qui représente 800 millions de dollars. Et ceci, si je le compare à l'indépendance à maintenant, c'est 2 fois et demi ce que nous avons mobilisé de 60 à 2012, en 55 ans. Donc c'est un effort gigantesque. Le budget de fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur, en 2012, aujourd'hui, celui qui a été voté ce matin à l'Assemblée nationale, est de 192 milliards, il était en 2011 de moins de 86 milliards. Donc le budget en 5 ans a aussi doublé. Donc c'est un effort constant de l'État du Sénégal pour ce qui concerne l'éducation. Mesdames, Messieurs, ce que le Sénégal a fait, probablement d'autres pays l'ont fait aussi et c'est. Nous pouvons avoir un gain d'efficacité si nous réunissons nos forces. Il n'y a de survie que dans l'union. Les objectifs sont communs. L'objectif est commun. Le développement et l'émergence. Tout doit être mobilisé dans cette perspective. Les pays développés se mettent ensemble pour le développement de haute technologie. Dans le cadre de l'intégration régionale et africaine, nos gouvernements doivent travailler à mettre en place des infrastructures de recherche régionales et africaines pour mutualiser les ressources financières et humaines afin d'avoir une masse critique de chercheurs et d'innovateurs qui vont travailler sur les problématiques communes pour leur apporter des solutions. L'espoir est permis, puisque un certain nombre d'initiatives sont en cours. Je citerai le Partnership for Applied Science, Engineering and Technology, initié par le Rwanda, l'Éthiopie et le Sénégal, qui aujourd'hui compte une dizaine de pays. Je peux aussi citer et me réjouir d'un projet comme Square Kilometre Heureux, dont l'Afrique du Sud est le leader, qui est un projet d'un futur radiotélescope géant et qui serait pleinement opérationnel vers 2020. Je me félicite également de l'accueil dans plusieurs de nos pays de centres d'excellence africains permettant de construire des cadres regroupant des établissements universitaires, des institutions de recherche et des entreprises nationales, régionales et internationales.
Je note aussi avec satisfaction les efforts d'harmonisation dans les pays de l'UEMOA, mais également l'élaboration d'une politique régionale en matière de sciences et de technologie adoptée par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO en juin 2012. Ces efforts devront être poursuivis pour une meilleure intégration scientifique de l'Afrique. Le Sénégal est prêt à y contribuer et la Commission économique pour l'Afrique ainsi que des structures comme l'Association des universités africaines pourront y jouer un rôle primordial. Mesdames, Messieurs, je voudrais encore une fois remercier la Commission économique pour l'Afrique, particulièrement sa présidente, Madame Vera Songwe, qui est une sœur, d'avoir porté son choix sur notre pays et de nous offrir cette opportunité d'échange de haut niveau sur la science, la technologie et l'innovation. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare la poursuite des travaux de la 4e édition du dialogue des experts de haut niveau sur la science, la technologie et l'innovation sur le thème enseignement supérieur, sciences, technologie, innovation et programme d'intégration et de développement pour l'Afrique. Félicitations aux organisateurs. Merci à vous tous et bonne fin de journée.